Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir. L'hôpital principal manque presque de tout, entre la rupture de certains médicaments pour les malades hospitalisés et la rupture de réactifs élémentaires au laboratoire. Le personnel de cette structure sanitaire de niveau 3 sont confrontés à des retards de salaire très remontés. Face à cette situation, le personnel a tenu un sitting ce matin pour se faire entendre, compte rendu à suivre tout à l'heure. Affaire suite beauté au lendemain de son audition pour viol présumé contre Adji Sarr. Ousmane Sonko réitère qu'il ne donnerait aucune goutte de son sang à la justice, qu'il accuse d'être impartial. Le président du PASTEF annonce d'ailleurs une plainte devant la chambre criminelle contre l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Précision à suivre tout à l'heure. Et puis l'arachide, cette denrée très prisée au Sénégal, se fait de plus en plus rare et le prix ne cesse de grimper au marché de Grand Dakar où notre reporter vient de faire un tour. Des clients l'ont aussi constaté pour le déplorer. Reportage à suivre dans ce journal. Évolution de l'école sénégalaise en documentaire retrace l'histoire de l'éducation nationale. Cela entre dans le cadre du 30e anniversaire du programme Mémoire du monde célébré au Sénégal par l'UNESCO avec la direction des archives nationales. Voyager dans le passé sur quelques pas. Les détails de cette exposition à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôpital principal. Ils étaient en sitting ce matin pour dénoncer l'absence de médicaments pour les malades hospitalisés, la rupture de réactifs élémentaires au laboratoire et le déficit de matériel au bloc opératoire. Et en plus de tout cela, s'ajoute donc le retard de salaire pour le personnel soignant. Mame Seynabou Babou signe le compte-rendu. L'hôpital principal est au bord du gouffre. Plus de médicaments ou de solutés pour les malades hospitalisés, selon les travailleurs. Les malades qui sont hospitalisés dans les services pour recevoir leurs soins sont obligés de recevoir des ordonnances de manière intempestive. Chaque matin, on leur prescrit des ordonnances pour pouvoir les soigner, alors que cette situation ne s'est jamais passée à l'hôpital principal. Pour les bilans, c'est pareil. Notre laboratoire a des ruptures de réactifs qui sont récurrentes. Au-delà des difficultés de la prise en charge des malades, le bloc opératoire de cet hôpital de niveau 3 ne serait pas opérationnel, faute de matériel. Il y a un problème de matériel qui est criard, qui impacte le fonctionnement aussi bien des services comme le bloc opératoire que les ateliers. Aujourd'hui, il y a une liste de patients donc, qui est très longue, qui attendent d'être pris en charge, faute de matériel. Des malades qui passent presque 3 semaines à l'hôpital, qui sont dans une situation d'urgence et qu'on ne peut pas opérer. Les travailleurs expliquent que cette situation est due au marché dit secret défense. C'est un flou total. Personne aujourd'hui ne peut dire exactement quels sont les marchés qui sont donnés, à qui on les a donnés et quels sont les montants qui ont été facturés. Donc les charges sont tellement énormes que la direction peine à assurer donc, le paiement des fournisseurs. Ces derniers, naturellement, s'ils ne sont pas payés, donc, font des restrictions sur les livraisons. L'État est invité à réagir au plus vite car tous ces problèmes risquent d'impacter le bon fonctionnement de l'hôpital ainsi que la qualité des soins. Affaire suite beauté, toujours dans l'actualité au lendemain de son premier face-à-face avec le juge dans l'affaire de viol présumé. Ousmane Sonko a fait face à la presse pour révéler les coulisses de l'audition, estimant être victime de machinations ourdies par des hommes bien placés au sommet de l'État. L'opposant annonce à son tour une plainte contre l'ancien procureur de la République, Bassirou Gueye. Ousmane Sonko révèle avoir refusé tout test ADN, n'ayant pas confiance à l'indépendance de la justice. C'est un compte rendu d'Amadou Barry.
C'est un Ousmane Sonko à la fois combatif et amer qui a fait face à la presse pendant près de 2 longues heures ce vendredi, tenant à lever tout équivoque pour, dit-il, couper court aux rumeurs sur le déroulement de son face-à-face de ce jeudi. L'opposant révèle avoir été interrogé sur 3 questions principales, dont la première est de savoir s'il a entretenu un quelconque rapport avec son accusatrice. Là-dessus, sa réponse est sans ambages. Je lui ai dit, je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Quand un dossier de complot est si manifeste, avec des preuves, et de l'autre côté, vous n'avez aucune preuve, je ne vous permets pas, vu le statut que j'ai, parce que dans 16 mois, j'ambitionne d'être président de la République du Sénégal, je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. La seconde question qu'on lui a posée et qu'il a longuement développée, dit-il, c'est de savoir s'il est prêt d'effectuer un test ADN pour confronter les données sur le présumé viol. Là-dessus, le leader de PASTEF a opposé un refus catégorique. Vous n'avez aucune preuve, vous ne me mettez absolument rien. Vous voulez que moi, je donne mon sang à des comploteurs. Si vous dites avoir fait des prélèvements, qui les a fait, qui les a gardés? Moi, mon sang là, Sonko Bankirankoli, vous ne l'aurez jamais. La dernière question posée par le doyen du juge, poursuit-il, c'est de savoir s'il a bel et bien fréquenté l'endroit où a eu lieu le présumé viol. Le maire de Ziguinchor a répondu par la positive, en précisant qu'il n'a cependant pas souvenance de la date ni de l'heure. Estimant que le dossier dont il est accusé est vide et qu'il est victime tout simplement de complots par des hommes bien placés, Sonko annonce le dépôt d'une plainte contre l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, accusé de tous les maux. Nous avons décidé, dès lundi, s'il plaît à Dieu, de déposer une plainte devant la chambre criminelle de la Cour suprême et devant l'IGAJ contre le sieur Serigne Bassirou Gueye, avec preuve à l'appui. Après avoir enlevé des éléments à décharge, le procureur a introduit dans le rapport final des éléments, de faux éléments à charge. S'étant déjà déclaré candidat pour la prochaine présidentielle, pour l'opposant, ce dossier ne peut en aucun cas hypothéquer ses chances de remporter cette échéance. Et sur l'arrestation suivie de garde à vue de sa garde de sécurité, Ousmane Sonko dénonce une lâcheté de la justice très remontée contre cette dernière. L'opposant clame l'innocence de son personnel de sécurité et demande la libération de ses 5 gardes du corps arrêtés et détenus à la brigade de Mbour. Le leader de PASTEF annonce d'ailleurs la reprise de son Némékou Tour dès la semaine prochaine. Ousmane Sonko, que je vous propose d'écouter au micro d'Amadou Barry. Parce que c'est une attitude très lâche ce qu'ils ont fait. De mon audition auprès du doyen des juges, ou par le doyen des juges, pour procéder à l'arrestation de 6 membres de ma sécurité. Et ce, sans remise de convocation à ma connaissance. J'ai entendu dire que, par certains, je ne l'ai pas vérifié, que les convocations ont été remises au moment de l'arrestation. Ce qui n'est pas vérifié apparemment. Sans remise de convocation, alors qu'on n'est pas en face d'une situation de flagrant délit. C'est du kidnapping, ce n'est pas une arrestation, c'est lâche et c'est indigne. C'est une énième provocation pour essayer de déclencher des réactions de la part de notre parti et de la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de rester encore calme. Parce que cela participe d'un projet beaucoup plus vaste, concocté au plus haut sommet de l'État. La stratégie est très claire, c'est de provocation en provocation, tout faire pour nous pousser à réagir et en profiter pour créer des dossiers judiciaires. Après ce petit répit, nous allons reprendre, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine. Nous ferons les 46 départements du Sénégal
Et toujours sur l'audition d'Ousmane Sonko, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme magnifie le déroulement et la sérénité lors du face-à-face avec le doyen du juge concernant le refus d'Ousmane Sonko de se faire prélever du sang pour un test ADN. Sangane Senghor souligne qu'Ousmane Sonko est dans son droit. Il était l'invité de Keno Askanui. Il est avec Elash Malik Sissé. Écoutons. Nous avons constaté hier que l'audition du leader politique Ousmane Sonko qui s'est déroulée hier s'est faite dans des conditions normales, vraiment sans heurts et dans la paix. Parce que tout le monde redoutait les événements de mars 2021 que nous avons connus. Et il faut vraiment saluer un peu la posture d'abord de l'opposant, mais aussi le dispositif que l'État a mis en place. Et surtout, et ça nous le déduisons de ce qui s'est passé, les accords et les angles qui ont été arrondis à l'avance. Parce que je pense que c'est ça qui a eu qui a mené au résultat que nous avons eu hier. Le test ADN, d'abord, il faut le préciser, ce n'est pas d'abord au niveau du Sénégal consacré dans les textes. Nous n'avons pas de texte qui réglemente d'abord ça. Mais la deuxième chose, c'est que le test ADN aussi n'est pas, d'abord, non seulement ne servira qu'à titre de renseignement, mais ne donne pas aussi des résultats qui sont fiables à 100%. Ah bon? Maintenant, je le comprends un peu, je comprends sa position un peu, parce que c'est un opposant, on connaît la rupture qu'il y a entre lui et les autorités, donc qu'il soit prudent ne me surprend pas. Société à présent, l'actualité, c'est la cherté du prix de l'arachide qui s'est fait sentir au niveau de toutes les couches sociales du Sénégal. Au marché de Grand Dakar, par exemple, la cherté de ce produit, devenu rare de surcroît, est un constat fait par beaucoup de consommateurs dans ce reportage signé Ndayami Fall et Mafal Fall. Au marché de Grand Dakar, les clients doivent débourser plus que d'habitude pour acheter de l'arachide. Une situation difficile pour les chefs de ménage. Mère Gueye interpelle l'État. La vie est extrêmement chère. On ne peut plus remplir les paniers de la ménagère. Le haricot à 1600 francs. Le petit pois, qui est importé, est devenu plus cher. Je pense que le ministre du Commerce n'est pas au courant de cette situation. Du commerce, Mamadou Diouf est vendeur d'arachide. Selon lui, actuellement, les produits locaux sont devenus plus chers. Tout est devenu cher. Ce qu'on vendait à 100 francs, on le vend maintenant à 200 francs. L'arachide, avant, on la vendait à 600 francs. Maintenant, c'est à 1200. Les produits locaux deviennent plus chers que ceux importés. Et justement, nous rencontrons une autre cliente, Issa Dieye, se plaint du coût très élevé à ses yeux du prix de l'arachide. On réclame la baisse des prix. Nous sommes pauvres. On veut la baisse des produits, sucre, oignons et arachides. Le prix de l'arachide flambe dans les marchés. Le panier de la ménagère devient plus lourd pour les chefs de famille qui espèrent que le nouveau gouvernement dit de combat remporter la bataille contre la cherté de la vie. Direction Louga pour parler de budget participatif. 5% du budget d'investissement de la commune de Louga sera réservé aux personnes vivant avec un handicap. C'est pour satisfaire les priorités de cette couche vulnérable selon les autorités administratives. Parmi ces priorités, leur faciliter surtout l'accès dans les lieux publics. Les précisions de Martha Sow, représentant régional Site Louga, au micro de Seiko Diallo. Aujourd'hui, nous allons réaliser à Louga une première au Sénégal. C'est d'élaborer le budget participatif sensible au handicap, c'est-à-dire créer les conditions pour que les priorités des personnes handicapées soient prises en charge dans l'élaboration du budget. Le processus, c'est plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est le lancement. Après, nous allons faire ce qu'on appelle les forats de quartier. Dans chaque quartier, nous allons recueillir
les priorités des personnes handicapées, ensuite recueillir les priorités des citoyens de manière générale pour faire l'articulation. Puisque le budget participation au handicap, ce n'est pas un budget où l'investissement est réservé uniquement aux personnes handicapées. Non, il y a une articulation qui va se faire. Lorsque dans une école, vous réglez les besoins des enfants handicapés en termes de rampe de passage, en termes de formation des enseignants en braille, formation des enseignants en langue des signes, mais vous réglez en même temps le problème des adultes handicapés puisque les écoles sont dédiées à être, n'est-ce pas, les centres de vote. Donc la question de l'accessibilité du vote également, vous le réglez. Donc pour dire qu'en tout cas le budget participatif vient répondre, n'est-ce pas, à des besoins qui étaient là et qui va faire l'articulation des besoins entre les personnes handicapées et les personnes, n'est-ce pas, dites valides. Donc pour dire que vraiment c'est des investissements mais qui vont bénéficier à l'ensemble des citoyens. Maintenant, la question de l'inclusion suppose la question de la pratique. C'est une question qui va intégrer donc les besoins prioritaires des personnes handicapées à travers les écoles, à travers les postes de santé, à travers les routes. Aujourd'hui, les routes goudronnées doivent prendre en compte la question de l'accessibilité des personnes handicapées. Les trottoirs doivent prendre en compte l'accessibilité des personnes handicapées. Parce que ce sont Et à Hambourg, les habitants de Santessou croient avoir découvert un puits de pétrole dans leur quartier. Après avoir découvert une sorte de tache onctueuse devant sa maison, une dame a fait creuser l'endroit et elle découvre que plus on creuse, plus le sol devenait graisseux et dégageait une odeur très forte de pétrole. Les autorités administratives alertées promettent d'y dépêcher très bientôt les services compétents. Le compte-rendu de Moutaga Khan. Une étroite excavation qui dépasse 1 mètre de profondeur, d'où émane une forte odeur de pétrole, fait rêver tout un quartier qui pense à un puits de l'or noir. Aïssatou Kairé est la première à découvrir la place onctueuse. C'est moi qui l'ai découvert. Au moment où je revenais de chez ma mère, je me suis rendu compte qu'il y a une large tache huilée qui ressemble à du pétrole. J'ai demandé à mon fils de me donner un bâton et j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte que ça prend des profondeurs. La seconde personne à découvrir la place s'est empressée de creuser pour vérifier l'information. Il y avait ma cousine qui est venue pour m'interpeller, en me disant qu'il y a ici du pétrole. Bon, donc on est venu, j'ai creusé jusqu'à hauteur de 2 mètres. Et toujours, on sent l'odeur du pétrole. Donc on croit que c'est du pétrole. Très alerte, le délégué de quartier avise les autorités administratives qui ont vite fait d'y dépêcher des émissaires. Il y a un lieu où tout est noir. Donc nous avons creusé, mais ça sentait du pétrole. Donc nous avons jugé nécessaire d'aviser les autorités pour qu'ils puissent voir réellement ce qui se passe, ou bien réellement ce qu'il en est. On a écrit, adressé au préfet. Aussitôt il a réagi, il a envoyé quelques agents ici qui ont dû constater ce qui se passe. Tout cela, c'est pour prendre les mesures de précaution nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. Les populations de Santessou qui attendent avec impatience les résultats des éventuelles expertises prient que cette trouvaille réponde à leurs souhaits. Des subventions d'1 million à 10 millions d'euros pour des projets publics et privés créés par Facilité Investissement pour l'Emploi. C'est un mécanisme mis en place par le gouvernement allemand dans 8 pays africains, dont le Sénégal. Un atelier d'information sur les éléments relatifs à l'accès de cet instrument de financement s'est tenu à Ziguinchor. Les précisions de Sanba. Pour lever les barrières à l'investissement, le gouvernement allemand a mis en place un fonds spécifique, qui est un fonds de subvention pour les pays qui sont en avance dans le cadre des réformes. C'est un fonds qui identifie des projets viables, publics comme privés. L'objectif, c'est de créer le maximum d'emplois en profitant des dividendes démographiques. Ce qui se faisait avant, c'était des prises de participation, des dettes et des garanties qui étaient données à un certain nombre d'entreprises. Mais à ce niveau, c'est juste des subventions que nous devons. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans le cadre de ces subventions, en termes de ciblage, on a à la fois le public et le privé. Tout ce que nous voulons, c'est enlever les barrières un peu à l'investissement et permettre à la fois au public et au privé d'avoir la possibilité de créer le maximum d'emplois possible. Il y a un choix rationnel qui va être fait dans le cadre des financements qui vont être octroyés selon les responsables avec des projets qui impactent directement sur la création de l'emploi. Parce que la création d'emplois est l'objectif en fait de cet instrument qui est d'appuyer des projets publics-privés qui créent de nouveaux emplois, mais des emplois décents dans le sens
du Code du travail. Donc, pas de l'emploi informel, mais emploi salarié. Donc c'est pour un peu appuyer la création d'emplois par le secteur privé. Pour les financements, tous les secteurs d'activité sont concernés, mais comme au niveau international, il y a des activités qui sont exclues. C'est la liste d'exclusion de la Société financière internationale, de la Banque mondiale. Ce qui est mine, tout ce qui est, utilisation nocive de l'environnement, etc., ce sont des projets que nous n'allons pas financer. Mais pour tous les autres projets qui sont générateurs d'emplois ou bien qui nous permettent un peu de renforcer la formation professionnelle dans nos pays, sont des projets que nous pouvons financer. Les subventions proposées par l'IFE vont de 1 million d'euros à 10 millions d'euros par projet. Tout candidat est tenu d'apporter des fonds propres afin de compléter le financement du projet. Le pourcentage de la contribution propre requis est défini en fonction de la catégorie du projet. Et je vous le disais dans les titres, la direction des archives du Sénégal avec l'UNESCO ont mis en place une exposition à l'occasion du 30e anniversaire du programme Mémoire du monde, la trajectoire de l'éducation au Sénégal de l'époque coloniale à nos jours a été mise en exergue pour permettre aux visiteurs de constater l'évolution. Khadija Ndadjouf et Barasso. La direction des archives et l'UNESCO ont choisi, à travers cette exposition, de mettre en exergue la trajectoire de l'éducation au Sénégal de l'époque coloniale à nos jours. L'exposition sur bâche a été conçue avec deux grandes subdivisions, dont la première concerne l'époque coloniale. Et je tiens à signaler que toutes les pièces d'archives qui ont été exposées proviennent du Fonds documentaire des Archives nationales du Sénégal colonial et du Fonds de l'Afrique occidentale française. Ces expositions nous permettent de sortir de nos dépôts et d'aller à la rencontre du grand public pour lui permettre de faire connaissance avec le passé, parce que les archives constituent la mémoire et aident à considérer la mémoire collective. Donc, ce sont ces images conservées dans les fonds que peut-être une élite a l'habitude de consulter. Ce sont les universitaires, les étudiants, les élèves et les intellectuels peut-être qui visitent les archives. Mais pour le grand public, il faudrait qu'ils prennent connaissance des faits du passé, et ce à travers le patrimoine documentaire. Chaque affiche correspond à une période contemporaine, une histoire qui a permis aux visiteurs d'apprécier l'évolution de l'école sénégalaise selon le conseiller régional pour la communication et l'information. Nous venons donc d'assister à cette exposition, comme vous avez pu le constater, qui nous a permis d'apprécier l'école sénégalaise depuis le début des années 1900 jusqu'à présent. On peut, à travers ces documents que nous avions regardés, ces photos, ces textes qui nous ont été présentés, apprécier l'histoire de l'école sénégalaise, les évolutions que le Sénégal a connues. Mais il faut effectivement que ces documents aient été effectivement préservés pour nous permettre d'avoir ce regard rétrospectif sur le passé et apprécier le chemin parcouru par le Sénégal sur le plan de l'éducation. Un voyage à travers le temps qui pousse au conseiller technique en éducation du Premier ministre à parler d'énormes progrès et de souligner l'importance du patrimoine documentaire. Cette exposition a été intéressante pour nous, tout simplement parce qu'elle nous a permis de voir la trajectoire suivie par l'école sénégalaise de sa création à nos jours. Les historiens nous disent que cette école elle est née en 1816 à Gorée, 1817 à Saint-Louis. Donc c'était une école qu'on appelait des écoles pionnières. Mais entre cette période et la période actuelle, en fait, si on se rend compte, si on considère la cartographie en fait, des écoles au Sénégal, mais on se rend compte qu'il y a effectivement un progrès énorme qui a été fait dans ce domaine-là. Pour le 30e anniversaire du programme Mémoire du monde, cette exposition d'archives de l'évolution sénégalaise est une manière de montrer
les progrès réalisés jusque-là. Et dans l'actualité sportive, le CNG de lutte a pris les dispositions nécessaires pour le prochain combat entre Papa Sow et Siteu pour que ce combat se passe dans de meilleures conditions. Face à la presse aujourd'hui à l'Arène nationale, le CNG invite tous les supporters au fair play. Oui, Biran Sen, président du CNG, que je vous propose d'écouter au micro de Boudal Ndiaye. Le combat Pape Biram Sow, dit Papa Sow, contre Moustapha Senghor alias Siteu, qui a déjà une histoire, un passé regrettable, sera repris le dimanche prochain, 6 novembre 2022, avec les mesures strictes pour la réussite de l'organisation. La police nationale, la gendarmerie nationale et le groupement national, la brigade nationale des sapeurs-pompiers seront mobilisés pour sécuriser et maintenir l'ordre dans l'arène nationale et en dehors de cette dernière. Un dispositif particulier sera installé aux abords de l'arène nationale pour la fluidité de la circulation. Dans l'organisation, les portes de l'arène nationale, un maximum d'ailleurs de portes, seront ouvertes aux spectateurs à partir de 10 heures. Ainsi, les fans clubs, amateurs et supporters sont invités à venir tôt pour accueillir leur champion leader. Ces dispositions permettra aux férus de la lutte d'accéder à l'arène nationale sans embouteillage ni bousculade. La capacité d'accueil de l'arène nationale étant de 22 000 places, il ne sera autorisé la vente de 20 000 places uniquement. Pour les lutteurs, un tirage au sort a été fait pour déterminer la position géographique dans l'arène des deux adversaires du jour pour éviter un quelconque télescopage dans l'enceinte. Il est remis à chaque camp 20 badges correspondant à la zone et au nombre d'accompagnateurs. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.